Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Nous sommes l'équipe Cantou et nous avons le plaisir d'être ici ce soir avec l'association 70 et je donne la parole à Madame Françoise Delay pour faire un petit mot d'accueil. Bien, je remercie tout le monde de participer à ce webinaire. J'espère que ça vous apportera des réponses concrètes. Moi, j'ai trouvé, quant au scribe, je veux dire, sur le net, j'ai trouvé qu'il y avait des choses très intéressantes et que je voulais vous faire partager. Donc, je vous souhaite une bonne information et je remercie beaucoup François et Minaché. Avec plaisir. Et est-ce que vous voulez nous faire un petit mot de présentation de votre association 70? L'association 70, normalement, a été créée, a été restructurée par rapport à des associations qui étaient existantes dans l'Oise, mais qui ont arrêté leurs activités. Donc, c'est une association dont les objectifs sont d'aider les enfants, leurs familles et les équipes pédagogiques à parcourir leur chemin, je veux dire, dans les apprentissages qui est souvent très, très complexe et très long et très difficile. Donc, nous, en tant qu'association, on essaye de les soutenir, de les aider, de leur apporter un maximum d'informations. Donc, dans l'association, il y a des activités, je veux dire des ateliers où on essaye d'apporter, je veux dire, autant par visioconférence que par atelier en présentiel. On invite des professionnels pour apporter aux parents des aides concrètes avec des ateliers. Ça peut être des ateliers de carte mentale, un atelier numérique où on propose des outils numériques pour que les enfants et les parents puissent tester. Ce sont différentes choses. Après, on est à l'écoute de tous les besoins. Enfin, on essaie, parce qu'on n'est quand même pas beaucoup. Donc, on essaye de pallier, je veux dire, aux demandes et aux besoins, parce que dans l'Oise, il y a beaucoup de besoins. Il y a vraiment des soucis, je veux dire, autant de communication que de recherche de professionnels. Donc, voilà, on essaye d'être à l'écoute et d'aider les familles et les enfants du mieux que l'on peut. Voilà. Super, génial. En tout cas, au nom de l'équipe Cantou, on est vraiment ravis d'être ici avec vous. Et en fait, on est en train de démarrer la semaine des 10. Le 10 octobre, on parle de Journée nationale des 10. Donc, c'est très bientôt. Et c'est un vrai plaisir de venir ici partager, en tout cas, notre cause et ce pourquoi on travaille tous les jours, qui c'est la cause des élèves ayant des troubles 10. Et je trouve que dans cette semaine, c'est encore plus intéressant de venir présenter et de parler du sujet. Donc, c'est un vrai plaisir d'être là. Je vais me présenter, je m'appelle Mina, je suis la cofondatrice de Cantou avec donc François. François, tu peux peut-être te présenter? Ouais, on a créé ce projet. Moi, j'ai commencé à travailler donc il y a 10 ans sur un premier logiciel qui s'appelait Mathéos. Et du coup, aujourd'hui, voilà, avec Minash, on a essayé de créer quelque chose de plus ambitieux qui prenne vraiment en compte toutes les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les élèves 10 en classe. Après, comme je disais, aujourd'hui, justement, l'objectif, c'est pas, on n'a vraiment pas l'ambition de vous faire enfin, on n'aimerait vraiment pas que ce soit une présentation commerciale de ce qu'on a fait là pendant cette réunion. On aimerait vraiment plutôt que vous sortiez d'ici avec des informations qui peuvent vous aider à bien accompagner votre enfant. Donc, bien sûr que nous, on va vous présenter les solutions qu'on a mises en place, mais ce qui est plus important, c'est de comprendre quelles sont les difficultés rencontrées en classe et comment on peut y répondre via l'informatique, donc notamment avec AntoScript, mais il peut y exister d'autres choses. Et ce qui est important, c'est de toute façon de toujours tester ce que vous allez mettre en place dans la compensation du handicap pour vérifier que ça colle bien à votre enfant. C'est ça qui est le plus important. Tout à fait. Chaque enfant est différent, chaque enfant a besoin d'outils qui peuvent ne pas être les mêmes pour tous. Exactement. Et du coup, nous allons avoir un peu moins d'une heure déjà, ça passe vite. Et du coup, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Le but, c'est qu'on fasse vraiment un échange. Donc, vous pouvez demander à avoir la parole. Et l'idée, c'est que ce soit assez interactif. Donc, n'hésitez pas à nous interrompre. On est vraiment à disposition. En termes de programme pour ce soir, ce qu'on a imaginé, c'est de vous présenter quels sont les besoins spécifiques des élèves ayant des troubles 10 et ensuite de vous montrer comment les numériques peuvent vraiment avoir un impact par rapport à ça et quel est l'essentiel à retenir au niveau des outils
Et puis à la fin, vous faire un petit pass sur Cantostrib sans vraiment s'attarder. L'objectif, c'est vraiment être ici pour répondre à vos questions. Et du coup, c'est parti. Donc, la première chose, c'est vous présenter les troubles 10. Je pense que si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes fortement sensibilisés. Je trouve que c'est quand même important de faire un pass et de parler des différents cas de troubles 10 qui peuvent apparaître, parce que souvent, on se rend compte que des élèves ils peuvent être multi-10, donc de cumuler en fait différentes typologies de troubles 10, et du coup, peut-être qu'on est au courant pour un de ces troubles, comme la dyslexie qui est très connue, mais on n'a pas forcément identifié un autre trouble, comme par exemple la dysorthographie, d'autres choses qui découlent, mais qui ne sont pas aussi souvent diagnostiqués. Françoise, si tu veux nous faire une petite présentation des troubles, juste pour faire une petite mais introduction. rapidement, parce qu'effectivement, sinon on n'aura pas beaucoup de temps. Je pense que les gens, de toute façon, connaissent un petit peu le trouble qui les concerne. Ce qui est important de savoir, c'est que voilà, les troubles 10, c'est quand même vaste et que donc c'est un dysfonctionnement d'une partie spécifique du cerveau, donc un automatisme, on va dire, du cerveau qui fonctionne mal. Et du coup, ça peut toucher un peu n'importe quoi. Et du coup, ça va être pénalisant dans certaines tâches. Et comme l'éducation impose certains modes de fonctionnement, si le processus est impacté justement par le mode de fonctionnement concerné, l'élève va se retrouver en difficulté scolaire pour rien, quoi, entre guillemets. Exactement. Du coup, en fait, on a cherché à vous présenter quelque chose de différent de ce qu'on connaît par rapport aux troubles 10. Et on est vraiment au courant de tout ce qui se passe au niveau de la recherche. Il y a beaucoup de nouvelles informations, il y a beaucoup de nouveaux systèmes, par exemple, de diagnostic. Et ici, on vous apporte une proposition, en fait, la présentation de qu'est-ce que ça représente à voir en trouble 10. Je trouve que c'est très intéressant pour pouvoir nous permettre de se mettre à la place d'un élève qui a un trouble 10. Et en fait, ici, on identifie les 5 serrures qui peuvent en fait avoir besoin d'être déclenchées pour que l'élève puisse réaliser une tâche. Donc, on parle des automatismes, on parle des représentations mentales, du sac émotionnel, de la mémoire de travail et l'inhibition. Et tout ça, en fait, ça fait partie des choses qu'on fait automatiquement et qu'on ne se rend pas compte que pour réaliser une certaine tâche, il faut cumuler toute cette complexité d'activités. Et en fait, c'est tellement automatique qu'on ne s'en rend pas compte. Par contre, pour un élève qui a un trouble, il a besoin de travailler sur chacune de ces 5 différentes étapes pour pouvoir réaliser une tâche qui devient, en fait, du coup, vachement compliquée. Donc, par exemple, un élève qui a un trouble, il a besoin de travailler sur ses automatismes parce que les chemins ne sont pas si clairs dans sa façon de fonctionner. Et du coup, l'automatisme, ça va être quelque chose qui va prendre plus de temps et de l'énergie. Donc, on aura besoin de se concentrer sur les tâches, que ce soit des lire pour les dyslexiques, que ce soit des lire pour les dyspraxiques, de l'orthographie pour les dysorthographiques, et ainsi de suite. Aussi du côté représentation mentale, l'élève n'active pas toujours accéder à l'information et faire les liens entre les représentations mentales qu'il y avait auparavant et ce qu'on est en train de présenter. Il y a la partie émotionnelle aussi, que des fois on laisse un peu de côté, mais qui c'est une vraie partie de l'élève s'il ne se sent pas en confiance et s'il ne se sent pas vraiment capable de réaliser une tâche, forcément, ce sera plus difficile pour lui. Ensuite, la mémoire de travail, en fait, c'est que souvent, on va avoir beaucoup de tâches annexes qui vont le prendre son attention. Et du coup, c'est difficile pour lui de se souvenir, quel était l'énoncé de la question, vu qu'il est pris par les tâches vraiment opérationnelles. Et ensuite, quand on parle d'inhibition, c'est surtout en fait que l'élève peut ne pas prendre les chemins et se sentir vraiment bloqué et du coup pas réussir à activer cette automatisation. Donc voilà, juste une présentation un peu différente qui nous permet vraiment de se mettre sur la peau d'un élève 10. Et je trouve très intéressant parce qu'il y a des choses là-dedans qui sont très, très automatiques pour la majorité des personnes neurotypiques, mais qui pour mon 10, c'est très difficile. Donc voilà, à chaque fois qu'il a une tâche à réaliser, qui vous attendez que l'élève réalise, juste tenez
tenez en compte tout ce qui se passe derrière en termes de cheminement pour y arriver. Ensuite, on va vous parler plutôt du numérique et quel est le rôle que le numérique il peut avoir là-dedans. Donc là, par exemple, je vous ai ramené un exemple avec la dyslexie. Et en fait, le numérique il peut avoir une aide, notamment au niveau du soulagement visuel, un confort de lecture, on appelle ça. Par exemple, avec une mise en page qui aide à la lecture. Quelque chose d'autre qu'on pourrait utiliser, c'était la synthèse vocale, donc la lecture qui est faite par la machine à la place de l'élève et du coup qui pourra lui permettre d'écouter plutôt que de lire. Pour une dyspraxique, par exemple, le numérique peut venir faciliter l'écriture avec une mise en page, comme vous voyez, donc division, et l'élève il sait exactement où il faut poser les chiffres, et ça l'évite en fait d'avoir une copie vraiment qui est culturellement et donc pas claire. Du coup, je vous propose de rentrer un petit peu dans les détails pour chacun des troubles, pour pouvoir en fait comprendre quels sont les outils numériques qui pourraient vraiment l'aider. François, je te laisse la parole. Non, bah, de toute façon, la dyslexie, je pense que comme tu l'as dit, en fait, il y a plusieurs processus qui rentrent en compte dans la dyslexie et dans les troubles de la lecture. Aujourd'hui, la science a pas complètement tranché et je pense que enfin, comment dire, la position actuelle, c'est qu'il peut y avoir voilà, plusieurs types de dyslexie, en gros. Et du coup, globalement, selon la cause du trouble de la dyslexie, donc la dyslexie, hein, c'est vraiment le problème. Le problème, c'est que la lecture va être compliquée. Positionner les lettres dans le bon ordre, ça va être compliqué. On va prendre des lettres pour d'autres, etc. Donc, il y a pas mal de processus qui entrent en jeu. Il y a un processus qui fait que quand on lit une parole, elle est associée dans la mémoire à un sens. Donc, ça peut être ce processus-là qui fonctionne mal. En tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que soit avec l'oral, du coup l'oralisation, donc la lecture vocale, on va pouvoir complètement compenser tous les troubles qui peuvent avoir lieu dans la lecture. Parce que du coup, on va passer par l'audition qui, elle, normalement, fonctionne très bien. Soit en améliorant la mise en page, la mise en forme, en fait, on va pouvoir aider l'élève à s'appuyer sur d'autres éléments que simplement l'apparence des lettres pour reconnaître les mots. Par exemple, justement sur les syllabes, sur des choses comme ça. Donc, il y a l'adaptation du texte, effectivement, voilà, augmenter les espaces entre les lettres, etc. Ça peut permettre de mieux identifier les lettres, mettre en couleur les mots ou les syllabes ou les sons, ça peut aider. La reconnaissance vocale. Alors, pour l'écriture, la synthèse vocale. Pour l'écriture, il peut y avoir la reconnaissance vocale ou les notes vocales, parce que pour l'écriture, ça va être le même problème, hein, avoir du mal à associer justement le mot à son écriture orthographique. Donc la reconnaissance vocale, le problème, c'est plutôt en classe, parce que ça peut être difficile à utiliser. Mais après, enfin voilà, parce que surtout, il peut y avoir des bruits perturbateurs. Après, les notes vocales peuvent permettre par contre de compenser, parce que même s'il y a des bruits parasites, c'est pas grave. En parlant dans un micro doucement, on arrive à avoir une note vocale de bonne qualité qui peut retenir le texte. Et en fait, je pense que c'est important de souligner que ces outils, en fait, qu'on nous présente, c'est des outils qui peuvent avoir une aide, en fait, qui peuvent avoir un impact sur la compréhension, et que l'élève, il pourra choisir, en fait, laquelle lui correspond le mieux, souvent la situation où il se trouve. Donc, si par exemple, il est en classe, c'est super de pouvoir avoir l'adaptation du texte, mais par exemple, la synthèse vocale pour écouter le texte, ça peut être un peu compliqué dans le bruit de la classe. Donc, voilà, c'est des outils en fait qu'on vous présente parce qu'on sait qu'il a un impact qui est prouvé, qui vient vraiment les aider, mais du coup, c'est à expérimenter souvent la situation en l'occurrence pour savoir quel est l'impact qu'il pourrait avoir. Oui, d'ailleurs, pour la synthèse vocale, bien sûr, pensez à des écouteurs, à fournir des écouteurs à vos enfants pour qu'ils puissent justement l'utiliser en classe. Et à en parler avec le prof pour qu'il soit au courant qu'il n'est pas en train d'écouter de la musique, mais qu'il est juste en train d'utiliser la synthèse vocale. Voilà. Oui, non, donc la dyspraxie, la dysgraphie. Donc là, vraiment, le logiciel, moi, que j'avais commencé à travailler il y a 10 ans, c'était vraiment pour la dyspraxie. Ou la dysgraphie, c'est un petit peu pareil au final. Donc des élèves qui vont avoir du mal à écrire au stylo, à s'appliquer, à tracer des traits, etc. Parce que c'est des opérations qui sont compliquées. Et
Et du coup, bon, ils vont souvent perdre des points parce qu'on va leur dire qu'ils rendent des torchons, que le professeur n'a pas réussi à le lire et du coup à comprendre l'intention de l'élève, etc. Alors qu'ils ont peut-être un raisonnement juste, ils ont peut-être tout compris, mais malgré tout, ils vont pas avoir les points à cause de ça. Et en fait, simplement en passant par la frappe au clavier, par l'utilisation d'interfaces du coup, qui sont adaptées à l'usage d'un dyspraxique, c'est-à-dire qui ne vont pas demander une précision, euh, une grande précision pour faire le tracé, bah, tous ces éléments-là vont permettre de compenser le trouble. Après, pareil, pour l'écriture, si la frappe au clavier est trop lente, parce que selon le degré, on va dire, de dyspraxie, ça peut encore être compliqué, la frappe au clavier. Normalement, la frappe au clavier compense bien déjà les troubles de dyspraxie. Mais si c'est trop lent, on peut utiliser encore la reconnaissance vocale et les notes vocales de la même façon. Voilà, donc la reconnaissance vocale, c'est quoi? C'est le logiciel qui va écouter et du coup écrire à la place de l'élève, il dicte le texte. Et en fait, c'est très intéressant comme outil et comme je disais tout à l'heure, c'est adapté. Donc, par exemple, en classe, c'est quelque chose qui peut être compliqué à cause du bruit, mais par contre, à la maison, en fin de journée, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant vu que l'élève, il est souvent fatigué, il a déjà épuisé en fait toute son énergie toute la journée pour essayer de suivre, d'écrire, de faire des tâches qui ne sont pas forcément évidentes pour lui. Donc, en fin de journée, ça peut être un vrai soulagement d'avoir un outil comme la reconnaissance vocale qui écrit à sa place. Donc, ça lui permet en fait de laisser le contenu. Donc, il peut vraiment se concentrer sur la réflexion qu'il est en train d'avoir et pas sur la tâche d'écrire. C'est ça. Très intéressant. Alors attention, parce que les reconnaissances vocales sont assez inégales en termes de performance. Il y en a qui font plus ou moins de fautes. Et autre chose aussi, en fait, qu'il faut bien prendre en compte pour les troubles 10 d'une manière générale, c'est qu'un élève qui a un trouble 10, en fait, il va pouvoir se concentrer et compenser son trouble 10 tout seul, en fait, simplement par son effort. Le problème, c'est qu'il ne peut pas faire ça 7 heures d'affilée pendant une journée, en fait. Et en plus, avec les devoirs le soir. Il ne peut pas faire ça pendant 10 heures, ça c'est de la torture. Donc, il faut trouver des stratégies qui permettent de le soulager quand il est fatigué. C'est ça qui est important, en fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser un professeur dire oui, mais quand il s'applique, il y arrive très bien, quoi. Parce que oui, il peut s'appliquer en 10 minutes, mais voilà. Voilà, j'ai laissé un petit commentaire. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on est en train de présenter, n'hésitez pas à nous faire un petit commentaire. On sera ravis de répondre. Hop, on continue. Quelque chose qui touche les troubles 10, c'est pas un trouble 10 tel quel, mais qui en fait, on se rend compte que plusieurs élèves sont multi-10 et ils sont aussi touchés par l'autisme. Et en fait, c'est intéressant de regarder que les outils en fait, qui viennent compenser un trouble 10 peuvent aussi compenser, ou en tout cas apporter certaines facilitations par rapport à l'autisme. Et notamment, l'interface tout en un, c'est-à-dire en fait le moins d'outils on a besoin de cumuler et les moins de changements d'interface, les plus faciles, c'est pour un autiste de se sentir autonome et de maîtriser en fait, vu que les autistes ils ont une forte tendance comment dire, à bloquer avec les changements. C'est vraiment quelque chose qui peut leur générer des frustrations. Donc, le moins de changements possibles qu'on peut faire, c'est quelque chose qui vient vraiment, vraiment les aider. Oui, c'est ça. Ils ont besoin de stabilité en général et se sentir confortables, en confiance, voilà, bien. Et d'ailleurs, là, ils vont pouvoir se concentrer. François? Oui, pardon. En fait, là, après, donc, il y a tous les troubles qui peuvent impliquer la vue, où là, on va pouvoir, justement, par informatique, s'adapter en augmentant la taille, en utilisant, pareil, la synthèse vocale pour lire les textes qui sont à l'écran. On peut même utiliser de la commande vocale pour commander justement l'ordinateur à distance ou le téléphone, pour faire des actions justement par la voix. Je pense que ce n'est pas la peine d'entrer plus en détail. Donc, la dysphasie, il y a Marie-Odile qui pourra nous dire un mot peut-être dessus. Mais donc, du coup, la problématique, c'est l'expression orale et du coup, la perception orale aussi, normalement. Et du coup, là,
comment dire, le numérique, en fait, ça va faciliter essentiellement le transfert de connaissances par écrit. C'est-à-dire qu'on va pouvoir échanger des fichiers, on va pouvoir, pareil, en fait, aussi utiliser la synthèse vocale, mais un peu différemment pour associer des textes avec leur oralisation et du coup essayer d'habituer d'entraîner l'enfant sur les deux canaux, en fait, et d'utiliser ce qui marche le mieux, ce qui marche le mieux, et puis de rééduquer un petit peu aussi grâce à la synthèse vocale. Et après, pareil, aussi l'adaptation du texte et les notes vocales qui peuvent aider aussi selon les troubles. Je ne sais pas si Marie-Odile voulait partager un peu. Les dysphasiques ont besoin de visuels aussi, d'images. Il n'y a pas que des adaptations de texte. Ils sont très, très visuels, les enfants dysphasiques. Ils ont besoin de supports éventuellement concrets parce qu'ils ne rentrent pas forcément, je veux dire, dans l'abstrait et dans les mots qui ont plusieurs sens. Enfin, je veux dire, dans un discours qui est parfois difficile pour eux. Ouais. Oui, les cartes mentales aussi, effectivement. Les cartes mentales, ça me paraît très judicieux. Ouais. Oui, parce que ça leur permet d'organiser leurs pensées. Moi, je l'utilisais beaucoup. On va le rajouter. C'est vrai que la dysphasie, nous, on connaît un peu moins. On a moins discuté avec des gens qui étaient dysphasiques. Donc, très bien. Et pour organiser leurs pensées, les différentes idées, des fois, ça part dans tous les sens, quoi. D'accord. Ok, voilà, du coup, effectivement, l'organisation et du coup, les cartes mentales. Ok, très bien. La dyscalculie. Alors, la dyscalculie, nous, on a quand même un retour d'expérience à faire qui a été partagé par beaucoup de gens à qui on en a parlé et qui baignent dans le milieu. C'est qu'il y a, en tout cas, il y a l'air d'y avoir une grosse comorbidité entre la dyscalculie et d'autres troubles, et il y a peut-être même un problème de diagnostic. C'est-à-dire qu'on diagnostique comme dyscalculique des gens qui ont des mauvaises notes en maths, sachant que la cause est peut-être parfois plutôt de la dyslexie ou de la dyspraxie, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est dyslexique, si on répond à côté des questions parce qu'on n'a pas compris l'énoncé en maths, on peut être diagnostiqué dyscalculique. Et si on est dyspraxique aujourd'hui, c'est difficile de faire des maths parce qu'il y a beaucoup d'outils qui sont pas qui sont inutilisables pour un dyspraxique. Enfin, la règle, le compas, l'équerre, voilà, tout ça, c'est pour un dyspraxique, c'est pas possible, quoi. Et du coup, ça peut jouer beaucoup dans le diagnostic. Donc déjà, compenser la dyslexie et la dyspraxie, des fois, ça peut régler, faire disparaître la dyscalculie qui n'existait pas à la base, en fait. Après, sinon, c'est la dyscalculie, normalement, c'est le problème que l'élève, pour lui, l'abstraction mathématique ne fait pas de sens. C'est-à-dire qu'il a du mal à donner du sens à tout ce qu'on fait aujourd'hui avec les chiffres. Et du coup, c'est une question de pédagogie. La meilleure compensation possible, ça va être de lui donner une autre façon de percevoir les choses, d'utiliser peut-être des représentations graphiques, d'essayer de lui expliquer par d'autres façons et de voir ce qui marche, de voir comment il comprend, de s'adapter à sa façon de fonctionner. Voilà. Un petit pavé sur les élèves qui sont allophones, donc à savoir les élèves qui n'ont pas le français comme langue maternelle et qui arrivent souvent en classe sans avoir maîtrise de la langue. Du coup, il y a quand même des outils qui peuvent venir les aider. Par exemple, la synthèse vocale, donc leur fait écouter plusieurs fois le même texte, quelque chose qui peut les aider à la compréhension. L'interface, en fait, de pouvoir monter, de séparer chaque mot. Et puis surtout le changement de la langue, en fait, du logiciel. Je pense que le texte n'est peut-être pas adapté. C'est le fait de pouvoir changer, de pouvoir s'adapter à leur langue pour qu'ils puissent avoir une interface qui correspond aussi à ce qu'ils connaissent. Parce que l'essentiel, c'est quand même par exemple, en mathématiques, c'est d'évaluer leur connaissance en mathématiques, pas forcément leur maîtrise du français. De culture aussi, de culture et de vocabulaire. Voilà, tout à fait. Pour pouvoir adapter le vocabulaire. Il y a des mots qu'ils ne connaissent pas parfois. C'est ça. Qui ne font pas partie de leur culture et de leur patrimoine linguistique. C'est ça. Voilà, un petit chiffre. Donc, on était en train de parler justement tout à l'heure, avant que vous arriviez, le nombre d'élèves en France qui sont diagnostiqués en trouble 10 et la corrélation avec la réussite scolaire.
Donc là, elle est en données de la Fédération française de 10 qui dit que 50% des échecs scolaires sont liés au trouble 10. Donc, il y a une forte corrélation. Et je trouve que ça explique beaucoup de choses par rapport à l'intégration de ces élèves en classe aujourd'hui, qui a besoin vraiment d'être retravaillé. Et ces élèves ont besoin d'être mieux pris en compte et avec une adaptation vraiment pertinente par rapport à leurs besoins. À savoir, l'Organisation mondiale de santé considère que entre 8 et 12% de la population mondiale est confrontée par les troubles de l'apprentissage. Et en France, ça correspond à 1 million d'élèves. Donc, vous n'êtes pas tout seul si vous êtes ici. Il y a beaucoup d'élèves qui sont concernés. De plus en plus, on parle de diagnostic. Donc, ça y est, l'éducation nationale est en train de se réveiller. Les gouvernements aussi sont en train de donner Oui, ça prend du temps. Ça ne va pas à la vitesse qu'on souhaite, mais en tout cas, c'est une des priorités qu'on... Ouais, moi, j'ai commencé il y a 10 ans. Il y a quand même plus d'argent aujourd'hui qui est investi sur le sujet. Après, c'est juste que ça prend du temps, forcément. Hein. C'est pas en commençant à mettre de l'argent cette année et l'année dernière que on va voir les bénéfices tout de suite, quoi. Hein. Donc, voilà, C'est ça. Mais moi, quand j'ai commencé, il n'y avait rien. Hein. Tout le monde, les gens ne savaient même pas ce que c'était. Et du coup, on vous a présenté plein d'outils différents. Mais au-delà de ces outils qu'on appelle outils de compensation, on a aussi besoin de cumuler d'autres logiciels pour suivre un cours avec son ordinateur. Parce qu'en gros, on vous a dit, le numérique, c'est génial, le numérique, c'est une vraie solution, un vrai outil de compensation. Mais pour utiliser le numérique, on a aussi d'autres contraintes. Et je ne parle même pas des contraintes un peu physiques, c'est-à-dire le poids de l'ordinateur, le fait de, est-ce qu'il est chargé, est-ce qu'il est en prise, est-ce qu'il a le Wi-Fi. Je veux parler ici vraiment en termes d'outils numériques et le fait qu'on a besoin vraiment de les cumuler. Donc, si on a l'ordinateur, on va avoir à gérer plusieurs fichiers, notamment des fichiers en format PDF, des fichiers en format Word ou LibreOffice pour la prise de notes. On a besoin d'avoir un endroit pour pouvoir noter dans son agenda, sans compter des outils, par exemple, pour faire des tâches très spécifiques comme GeoGebra pour la géométrie et ce genre de choses. Donc aujourd'hui, c'est une vraie souffrance pour l'élève de venir cumuler tout ça et passer d'un logiciel à l'autre, sachant que chaque logiciel génère ses propres fichiers et qui derrière, ça génère une énorme quantité de fichiers qu'on a besoin de sauvegarder et de se souvenir où est-ce qu'on a sauvegardé pour derrière pouvoir venir, par exemple, les modifier, ce genre de choses. Donc, donc là, on va rentrer un peu plus de façon très concrète dans ce qu'on propose. Donc, CountryScript, c'est une boîte à outils qui va condenser, en fait, et regrouper tous ces logiciels qu'on vient de vous parler dans le même endroit pour faciliter justement cette gestion de cette compensation, en même temps qu'on a les outils en classe qu'on a besoin pour suivre un cours en classe. Donc, un truc, c'est co-construit avec des ergothérapeutes. Donc, on a en base d'ergothérapeutes aujourd'hui qui sont nos ambassadeurs. Et en fait, notre objectif, c'est vraiment de donner de l'autonomie. On dit toujours ergothérapeute, mais en fait, il faut comprendre professionnel de santé, parce qu'on travaille aussi avec des orthophonistes, pardon, des neuropsychiatres. Voilà. C'est ça. Donc, en tout, on va bien sûr avoir des outils de compensation. Donc, c'est exactement ce qu'on vient de vous montrer jusqu'à présent. C'est des outils, en fait, qui vont vraiment avoir un impact sur les troubles de l'élève. Mais aussi, on va avoir des outils par matière. Alors, pourquoi c'est important? C'est parce qu'on ne peut pas présenter une solution, par exemple, pour dyspraxique. Utiliser l'ordinateur, c'est génial, ça va vous aider à écrire. Mais par exemple, dans un cours de mathématiques, comment répondre à un exercice en opération, en fait. En division en colonne, comment je fais le trait de ma division. Donc, tout ça a besoin d'être pris en compte. Et en fait, on a besoin d'offrir une réponse à ça. Et du coup, en mathématiques, voici quelques exemples avec la géométrie, les formules, les opérations. Mais aussi, on peut imaginer en histoire, avoir un outil de frise chronologique, en géographie, d'avoir un outil de cartographie, en français, un outil d'analyse grammaticale et de la dictée. Donc voilà, plusieurs idées de ce qui est nécessaire en fait pour suivre un cours à l'ordinateur.
Ouais, juste pour redire là-dessus, effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ordinateur, en soi, par exemple, c'est un outil de compensation pour la dyspraxie. La synthèse vocale, ça va être un outil de compensation pour la dyslexie, pour certains autres troubles. Mais tous ces outils de compensation n'ont de sens que si on peut les utiliser en classe et dans les activités scolaires, si on peut les appliquer au manuel scolaire, si on peut les appliquer aux documents qui vont être fournis par le prof, s'il y en a moyen de travailler sur ces matériels, en fait. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de faire les exercices et d'utiliser la compensation pendant ces exercices, ça ne sert à rien, en fait. Voilà. Exactement. Donc voilà, notre proposition de valeur, c'est de pouvoir vraiment proposer tous les outils de compensation, tous les outils dont l'élève a besoin en même endroit. Donc voilà, je propose de rentrer vraiment dans le concret et de faire un démo du logiciel de façon très très rapide. On va vous prendre 10 minutes et puis après, l'objectif c'est de pouvoir répondre à vos questions. Donc ici, vous voyez l'interface principale du logiciel et nous, on a vraiment soigné à avoir quelque chose de très visuel et de très très proche en fait de ce qu'on voit en classe, de le vocabulaire qu'on utilise en classe. Donc l'élève, en fait, il est capable d'avoir son cartable et ce pour plusieurs années scolaires, donc primaire, collège, lycée. Il va avoir aussi accès à un agenda. Donc ici, il peut venir noter ses devoirs. Il suffit simplement de sélectionner quel est le cours et de rentrer l'exercice. Et il y a un emploi du temps. Donc, je ne sais pas si vous avez réparé, mais il y a un code couleur qui a été instauré et qui l'élève, en fait, il peut venir déterminer, OK, les mathématiques, c'est le rouge, les physiques-chimie, c'est le jaune, la SVT, c'est le vert. Comme ça, en fait, tout au long du logiciel, il peut se retrouver dans ces codes couleurs et donc avoir un repérage visuel et pas un repérage qui dépend de la lecture et qui est vraiment quelque chose qui va poser un problème dans le cas d'une dyslexie. Je précise que c'est lui qui choisit les couleurs, hein. C'est pour ça que là, il y Voilà. avait des couleurs qui étaient les mêmes pour plusieurs matières, mais c'est au moment de la création. Exactement, on peut venir ici, on peut choisir la couleur, l'icône, et comme ça, et tout s'y met automatiquement à jour. Et ensuite, une fois qu'on sélectionne, on rentre, et il y en a différentes typologies de cahiers, donc cahier de cours, cahier d'exercice, cahier pour les évaluations. Et à l'intérieur des cahiers, c'est logique, on va retrouver les chapitres. Donc là, par exemple, je vais vous montrer un chapitre. Et donc, le logiciel est en train de se charger. Ici, vous voyez du contenu parce que c'est vraiment un exemple que je voulais vous montrer. Bien sûr, quand vous allez démarrer, il n'a pas de contenu. Pourquoi? Parce que c'est le cahier qu'il élève. Il a un début d'année, il n'a pas de contenu, même s'il est sur papier. Donc, nous, on propose de faire exactement la même chose. Donc ici, en haut, nous avons les outils de navigation. Donc, s'il souhaite retourner dans son cartable pour changer de matière, un outil pour aller dans son agenda et noter ses devoirs. Ici, un outil pour passer d'un cahier à l'autre, s'il a besoin, par exemple, de passer voir son cahier d'exercice. Et enfin, un outil pour changer de chapitre de façon très simple. Ici, nous sommes sur la zone écriture, donc c'est vraiment la zone qui permet de prendre des notes. Donc, en cliquant ici, il y a les outils. En cliquant sur le petit crayon, il va avoir un peu sa trousse où il va pouvoir écrire, mettre en gras, souligner, etc. Il va pouvoir aussi insérer des images, des fichiers, des formules de capture d'écran. Donc, par exemple, ici, je vous ai mis un exemple d'une image et d'un fichier. Et pour information, ces fichiers, ils restent en pièces jointes à logiciel. Donc, l'élève, il n'a plus besoin de savoir où est-ce qu'il s'est sauvegardé tel exercice ou telle feuille volante. C'est directement à l'intérieur de son cahier, au bon endroit. Comme ça vous permet de vraiment faciliter et automatiser quelque part la gestion des fichiers. Tu peux montrer comment on double-clique peut-être sur un... En double-cliquant sur une image, on va arriver sur les côtés droits, qui c'est vraiment le côté lié au travail. Et c'est là où on va pouvoir vraiment venir pratiquer et prendre des exercices. Ici, par exemple, dans un cas d'un PDF, je peux cliquer sur mon PDF et il va s'ouvrir à droite. Je peux, par exemple, avoir une visualisation ici si je souhaite.
Et en tout cas, si je veux vraiment travailler sous ce PDF, je peux l'ouvrir ici à droite et avoir accès à tous les outils d'édition de son PDF. Ensuite, je vais vous présenter le menu principal, le menu des outils. Et ces menus, en fait, il permet de retrouver tous les outils dont l'élève a besoin. Donc, par exemple, dans les cas de dyslexique, on parle d'un correcteur orthographique que je peux venir simplement activer et choisir la langue. Et en fait, une fois que je vais activer mon correcteur, et à chaque fois que j'ai un mot qui ne correspond pas, il va se mettre en rouge, comme vous voulez voir. Et du coup, là, c'est des suggestions qui apparaissent et je peux choisir la bonne suggestion. Ensuite, nous avons la prédiction de mots, donc un prédicteur orthographique et un prédicteur phonétique. Et en fait, ça nous permet, par exemple, de venir écrire. Donc, si j'écris le mot voiture, j'écris les premières lettres et automatiquement, il va me faire des propositions que je peux ensuite sélectionner, celles que je souhaite. Derrière, on a les outils d'adaptation du texte qui est très connu pour les dyslexiques, qui vient vraiment pouvoir paramétrer les textes de façon qui viennent correspondre à son besoin. Donc, on peut effectivement changer la police. Donc là, par exemple, j'ai mis Open Dyslexique, mais je pourrais choisir la police de ma préférence. Je peux aussi gérer la taille de police si je souhaite mettre quelque chose de plus grand parce que j'ai du mal à voir si c'est trop petit. Ensuite, on peut gérer les espacements. Donc, vous voyez, c'est très simple. Il suffit de venir remonter ici. Comme ça, on gère l'espacement entre les mots, entre les lignes, entre les syllabes et même entre les lettres. Et en fait, cet espacement, il est très intéressant parce qu'il va permettre à l'élève d'avoir un repérage visuel, notamment le début et l'arrêt des mots, des syllabes. Comme ça permet à l'élève d'identifier en fait les débuts et fins. Ensuite, on a un outil pour la coloration. Du coup, on peut mettre des couleurs soit par mot, soit par syllabe. Et ensuite, on peut venir ajouter de nouvelles couleurs, simplement en cliquant ici, les nouvelles couleurs. Et on peut aussi venir paramétrer ces couleurs. Si je trouve qu'il y en a trop de couleurs, je peux laisser, par exemple, que 3. Et ensuite, venir choisir quelles sont les couleurs que je souhaite laisser dans mon cahier. On vous conseille de privilégier les couleurs qui ont haut de contraste pour que ça se facilite la lecture. On a aussi la possibilité d'utiliser la coloration par phonétique, donc en fait de mettre en évidence de sons qui peuvent permettre à l'élève de comprendre. Donc, par exemple, si l'élève a du mal à comprendre les sons « et », il peut venir ici et mettre en orange tous les sons « et les sons « et ». Donc, si on constate souvent que les élèves dyslexiques ont tendance à les confondre, ces deux sons-là, donc on peut mettre des couleurs différentes, comme ça va leur permettre d'identifier visuellement quelles sont ces couleurs. Et à n'importe quel moment, on peut venir supprimer et choisir et dire ces couleurs-là, je ne souhaite pas que ce soit coloré. On a aussi l'option qu'on a ajoutée pour mettre en évidence les mots, les lettres qu'on ne prononce pas, les sons muets. En bleu, ici, vous voyez dans mon texte, tout ce que je ne prononce pas, c'est en bleu. Je continue. Nous avons des outils pour la facilitation vocale, donc lecture vocale, dictée vocale et note vocale. Et ici, on peut avoir justement les boutons qui vont apparaître. Et si je souhaite activer la lecture vocale, je viens ici, je peux choisir la langue. Il y a plusieurs langues qui sont disponibles. Et je peux choisir la vitesse de lecture. Et une fois que j'ai fait ce choix, il suffit de cliquer ici en haut. Bienvenue dans votre premier cahier. Il vous permet de prendre note de votre cours dans toutes les matières. Est-ce que vous arrivez à entendre? Oui, c'est bon, on entend. Très bien. Super. Juste, je vous montre qu'il est en repère visuel. Bienvenue dans votre premier cahier. Il vous permet de prendre note de votre cours dans toutes les matières. Voilà, juste pour vous montrer qu'il a ce repérage visuel, il est très important pour permettre à l'élève de savoir où est-ce que le système est en train de le lire et du coup de suivre avec sa lecture. Ensuite, on vous parlait depuis le début de l'outil de reconnaissance vocale.
Donc, j'ai choisi où est-ce que je veux que le système lise. Bonjour, je m'appelle Mina et je suis en train de présenter le logiciel CantoScript. Bon, des fois, ça marche moins bien. Ouais, par exemple, le CantoScript, par exemple, il n'a pas reconnu, etc. C'est pour ça que des fois, il y a des synthèses vocales, enfin des reconnaissances vocales qu'on peut entraîner. Souvent, le mieux, ouais, tu devrais peut-être arrêter. Le mieux, c'est quand même de. Enfin, c'est pour ça que nous, on dit. Enfin, les notes vocales sont parfois plus adaptées pour ce genre de choses. Sinon, effectivement, il faut être dans un endroit isolé et parler bien distinctement pour qu'ils comprennent. Ça. Qu'ils comprennent bien. Ensuite, on peut ajouter des notes vocales. Donc, vous avez vu le petit bouton ici en haut. Et quand je souhaite arrêter l'enregistrement, hop, je mets là. Ensuite, on peut ajouter des notes vocales. Donc, vous avez vu le petit bouton ici en haut. Et voilà. Donc, en gros, il suffit de cliquer et il enregistre. C'est un peu comme la messagerie vocale qu'on a sur mon téléphone, par exemple sur WhatsApp. Et ça permet en fait d'enregistrer le son. Par exemple, si l'enseignant est en train de lire l'énoncé d'une question, ça permet de l'enregistrer. Et derrière, l'élève a l'option de réécouter plusieurs fois pour être sûr de bien comprendre les consignes. Et par exemple, si l'élève est vraiment fatigué, il peut donner sa réponse en évaluation à l'oral. Donc, ça permet de montrer qu'il connaît la réponse, qu'il sait faire le raisonnement et qui c'est vraiment sa difficulté à exprimer un format écrit ou sur la lecture. Donc, voilà pour les outils de facilitation vocale. Ensuite, nous avons des outils dédiés aux matières. Notamment juste un truc sur la facilitation vocale, tu n'as peut-être pas montré, mais on peut l'utiliser dans les PDF, la synthèse vocale. Oui, alors c'est aussi possible, par exemple, j'ai ici en PDF, et en fait, quand on vient sélectionner en PDF, c'est aussi possible d'activer la synthèse vocale. Donc, voilà, il suffit de sélectionner les textes, le bouton va apparaître, et comme ça, vous pouvez l'utiliser. Donc là, j'ai continué au niveau des mathématiques. Donc, c'est la zone suivante, d'outils dédiés aux matières. Le premier outil, c'est les opérations. Donc, par exemple, ici, on peut venir, si je souhaite faire une multiplication, je peux venir et je peux appliquer cette multiplication, rentrer mes chiffres que je souhaite faire et automatiquement, le logiciel va faire la mise en page de l'opération sans que j'aie besoin de faire quoi que ce soit. Et du coup, ça permet à l'élève d'avoir les bonnes cases au bon endroit sans forcément avoir le besoin de, par exemple, perdre du temps à écrire le trait et venir directement écrire la réponse à son opération. Si je fais à nouveau un exemple, ici avec une division, donc voilà, j'ai rentré ma division et me fait la proposition. Je peux cliquer ici pour avoir la soustraction. Donc, l'idée, c'est de l'aider l'élève avec la mise en page et les soulager par rapport à des complexités liées à sa motricité fine, comme par exemple mettre le petit tracé de la division et lui permettre de se concentrer vraiment sur la résolution de l'exercice et de venir, par exemple, ici donner la réponse. Ce qui est intéressant, c'est qu'à n'importe quel moment, il peut venir insérer ce qu'il a fait dans son cahier. Donc ici, je souhaite insérer à cet endroit-là ce que je viens de faire. Je clique sur insérer et vous voyez, c'est dans mon cahier. Si je veux sélectionner quelque chose que j'avais fait auparavant, il suffit de cliquer, ça va s'afficher de ce côté-là. Je peux venir donner ma réponse et automatiquement, il va se mettre à jour dans mon cahier. Donc, vous voyez, c'est cette flexibilité en fait de pouvoir travailler des deux côtés de l'écran, d'avoir d'un côté l'énoncé d'une question, de l'autre côté de pouvoir répondre à la question dans la même interface sans avoir besoin de changer de logiciel. C'est vraiment quelque chose d'assez intéressant et qu'on a de super bons retours par rapport à ça. Hop, je continue. Nous avons aussi des outils pour la géométrie. Donc, comme vous pouvez voir ici, avec quelques clics, c'est possible de répondre à des exercices de géométrie. Et en fait, on a essayé de fonctionner vraiment différemment par rapport à la géométrie et de vraiment proposer des outils qui sont intuitifs et qui peuvent en fait venir
soulager l'élève sans venir chambouler la façon de fonctionner de l'enseignant. Donc, par exemple, son enseignant il est en train d'apprendre un élève à faire un cercle avec son compas et il va dire où est-ce qu'on met le centre de son compas, quelle est l'ouverture du compas, et ensuite on peut ouvrir les compas et faire le cercle en question. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à suivre, mais en tout cas, ici, automatiquement, le logiciel m'a donné l'ouverture, donc le rayon du compas, ou du cercle, pardon. Et ici, à chaque fois que je fais le geste, il est en train de me donner le angle. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'en quelques clics, ça me permet de faire mon cercle et ça me permet aussi de répondre en fait aux tâches de façon assez simple. Donc, si je souhaite faire en ligne, je clique sur l'outil ligne. Par contre, si je vais venir m'approcher sur quelque chose de déjà existant comme le cercle, il va induire en fait ce que je veux faire en tangente. Donc, vous voyez, la tangente, elle m'est automatiquement proposée. Si je m'approche d'une autre ligne déjà existante, automatiquement, il me propose une perpendiculaire. Donc, ça me permet en fait d'apprendre à l'élève à avoir les bons gestes et la bonne façon de réfléchir pour répondre à l'exercice d'une façon assez simple, assez intuitive, avec très peu de complexité. Ouais, ce qui est important surtout, c'est que par rapport à des logiciels comme GeoGebra, on peut être confronté à des exercices où on demande de tracer une médiane, mais tracer une médiane quand on est en apprentissage, ça se fait en traçant des morceaux d'arc de cercle qui se croisent au-dessus et en dessous du segment. Médiatrice. Pour tracer une médiatrice d'un segment, en fait, on va faire croiser des arcs de cercle en haut et en bas du segment. Et aujourd'hui, avec GeoGebra, le seul moyen de le faire, c'est juste de dire je veux tracer une médiane et on cliquait sur le cercle. Et du coup, ça fait le travail pour l'élève, en fait. Alors que là, on respecte vraiment la logique de la construction géométrique telle qu'elle est enseignée à l'école. C'est ça. La logique pédagogique, en fait. Et comme je vous disais tout à l'heure, en un clic, c'est possible d'insérer dans son cahier et de venir en fait modifier les choses qu'on avait fait avant et d'avoir en fait cette facilité en fait de travailler entre les deux parties de l'écran et de pouvoir venir modifier aussi facilement ce qu'on a dit. Derrière, on arrive sur un outil assez intéressant, c'est l'outil de formules mathématiques. Donc aujourd'hui, on constate qu'il pour pouvoir suivre le cours de mathématiques et décrire en fait des fractions, ça peut être très long en fait de venir sélectionner pour chaque fraction les symboles, venir sélectionner la partie qui va en haut et en bas de la fraction. Et nous, on a pensé à faciliter ça. Donc en fait, on peut simplement écrire. Donc là, par exemple, A sur B plus C sur 125. Et automatiquement, le logiciel, il va faire la mise en page de langage oral à le langage mathématique. Les intégrales. Voilà, donc ici, on retrouve dans le petit bouton toute la liste des commandes qui sont compatibles. Donc, on va retrouver, par exemple, des sommes, des intégrales, des angles, des droites, voilà. Et il suffit de les sélectionner pour qu'elles soient insérées dans le logiciel. Et en un clic, ce que je viens de faire, je peux l'insérer dans mon cahier et je peux aussi venir modifier quelque chose qui a été fait auparavant en cliquant. Ça va s'ouvrir là et du coup, je peux travailler dessus. En termes d'outils mathématiques, on a aussi un outil pour les fonctions. On a une calculatrice. La calculatrice, ça va répondre le même système que les formules. Donc, par exemple, je vais écrire 1 plus 125 moins 10. Et automatiquement, il va me donner les résultats mathématiques que je peux transférer en un clic dans mon cahier. Là où je souhaite. Du coup, si on continue, on a aussi un outil pour les sciences. Donc, en fait, on peut faire des exercices de chimie, de mécanique, d'optique et d'électricité. Et c'est très simple, en fait, il suffit de venir sélectionner les symboles qu'on a ajoutés. Donc, par exemple, je sélectionne une expérimentation en chimie.
je peux mettre en flèche, je peux ajouter du texte et en quelques secondes, je peux avoir une expérimentation, enfin en tout cas le schéma d'une expérimentation qui a été dessiné. Ensuite, je choisis quelle est la zone que je souhaite valider et hop. Alors, j'ai le petit zoom qui est devant. Voilà, je peux confirmer et il est inséré dans mon cahier. Si je continue, on va se retrouver avec des outils pratiques. Et ça, comme je vous ai expliqué au début, on ne peut pas parler des outils pour des compensations, des outils pour l'école, sans parler des outils nécessaires une fois qu'on travaille en format numérique. Donc, par exemple, le PDF. Donc ici, je vous montre en PDF qui parle de la journée des 10. Et en fait, j'ai besoin de travailler sur ce PDF. Donc, ce que je peux faire, c'est de venir cliquer ici et le mettre mon PDF en plein écran pour que je puisse vraiment avoir une vision complète de mon fichier PDF. Et quand j'active ici, je peux avoir les outils en fait pour venir, par exemple, écrire du texte, pour ajouter des flèches, pour dessiner, souligner des choses. Donc, en fait, ça permet de venir travailler directement en format PDF. Et on peut aussi faire l'exercice de mathématiques directement à l'intérieur de mon PDF. Comme vous pouvez voir, c'est exactement les mêmes outils qu'on avait tout à l'heure, mais à l'intérieur de l'édition de PDF. Si je souhaite, je peux réduire pour retourner à l'image et voir mon cahier d'un côté. Donc, si je continue, on a un outil pour les lectures des livres en format EPUB. Donc, EPUB, en fait, c'est des livres e-book en format numérique qu'on trouve sur Internet. Et en fait, si on trouve ce fichier, on peut l'importer à l'intérieur du logiciel. Donc, par exemple, ici, j'ai le Petit Prince. Et du coup, ça me permet d'avoir ce texte qui est mis en couleur. De la même façon comme je choisis de mettre dans mon cahier, c'est automatique. Par exemple, j'avais choisi le bleu ou l'orange. Bah, ici, ce sera le bleu et l'orange. Et je peux aussi sélectionner les textes et utiliser la synthèse vocale pour faire le système lire le livre. Ça peut permettre en fait à motiver certains élèves dyslexiques à se lancer sur la lecture. Donc, un outil schéma qui est très proche de l'outil science que je vous ai présenté, un outil pour éditer des images. Ici, on a les cartes mentales. Donc, c'est très simple. Je peux créer une carte mentale en quelques clics. Il suffit d'insérer en fait des blocs. Et automatiquement, ces blocs s'affichent. Et je peux derrière venir écrire et éditer ce que je souhaite mettre à l'intérieur de ces blocs. Donc, c'est un outil en fait très intéressant. On était en train de parler tout à l'heure dans le cas d'une dysphasie et même dans des élèves qui ne sont pas atteints de troubles 10, mais qui sont par exemple des élèves à haut potentiel qui peuvent se bénéficier de ces genres d'outils qui permettent d'être assez visuels, en fait, de conceptualiser de façon visuelle les sujets. Et enfin, quelque chose d'intéressant, c'est... Pardon ? Oui, vas-y. Pour finir, l'outil de OCR. Donc, OCR, c'est quoi? C'est la reconnaissance de caractère. Donc, en fait, je peux venir ici et choisir une image que je souhaite qu'il soit lue. Donc, par exemple, ici, j'ajoute une photo. En fait, le système est capable d'identifier des mots qui sont présents dans ma photo. Donc, par exemple, ici, il dépasse la taille limite. Je peux ajouter, en fait, dans mon cahier le texte qui était dans ma photo. Alors, ça ne va pas toujours marcher parfaitement parce qu'en fait, pour vous expliquer, c'est un système d'intelligence artificielle qui est derrière ça, qui vient identifier le texte, mais comme vous pouvez voir, l'image, elle n'est pas très nette. Il y a beaucoup d'ombre et du coup, la reconnaissance, elle n'est pas toujours optimale. Ouais, et puis d'une manière générale aussi, comme je disais, il y a un an, il existait, on n'avait rien du tout. Hein, il y a un peu plus d'un an, on a commencé à travailler. Donc, on améliore régulièrement, on fait des mises à jour toutes les semaines. Il y a beaucoup de choses où petit à petit, d'ici 2 semaines, un mois, qui seront déjà nettement mieux
qu'aujourd'hui. Et notamment ce point-là, là, sur l'OCR, là, on est encore en train de travailler dessus, Ouais. améliorer. Donc, Voilà, donc François fait bien de souligner. Ici, sous ce petit menu qui se trouve là, menu principal, nous avons toutes les nouveautés. En fait, toutes les semaines, on a des énormes nouveautés qui arrivent. Donc, par exemple, on est sur la version 3.0 pour 44. Donc, on peut voir que pour arriver à la 44, il y a du boulot derrière. Mais en gros, il y a des améliorations. Par exemple, améliorer le mode plein écran, corrige la phonétique de la lettre lue. Voilà. Nous, on travaille constamment pour pouvoir ajouter en fait, des nouveautés à l'application. Donc voilà, j'ai fini de faire, en tout cas en présentation globale. Je vois qu'il y a pas mal de questions dans les commentaires. Donc on va essayer de répondre à ces questions. Première question. Est-ce que l'outil permet de récupérer les textes en PDF d'un enseignant dans manuel scolaire? Alors, c'est une très bonne question. Et en fait, j'ai envie de dire, ça dépend du PDF. Il y a des PDF, donc par exemple, j'ai un PDF ici qui a été généré en format numérique et qui, du coup, l'outil, elle arrive tout à fait à récupérer le texte, comme vous pouvez voir. Par contre, il y a certains PDF, par exemple, quand ils sont été scannés et qui, en fait, il n'a pas vraiment un format numérique, où là, ça va être assez compliqué. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser l'outil OCR. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est donc aujourd'hui, pour le moment, l'OCR, on l'utilise, il accepte que des images. On va faire une mise à jour pour qu'il prenne aussi des PDF. En l'état actuel, si le PDF, si vous recevez vraiment un PDF au format image, c'est-à-dire donc vous recevez un PDF, mais le texte, vous ne pouvez pas sélectionner le texte, quoi. Dans ce cas-là, ça va être soit vous pouvez utiliser un outil pour faire l'OCR dessus, un outil en ligne, un truc comme ça, il y en existe. Soit vous pouvez le faire avec Word ou avec LibreOffice, il y a des outils pour pouvoir faire la numérisation des PDF. Et nous, vous inquiétez pas, nous, on va l'intégrer aussi d'ici quelques semaines. Voilà. Ensuite, prochaine question. Est-ce que l'enseignant peut contrôler à distance le travail de l'élève et désactiver les correcteurs orthographiques pour la dictée, par exemple? Alors, en fait, on est en train effectivement de travailler sur une version enseignant de logiciel qui va lui permettre d'avoir cette visualisation dans ce qui se passe. Pour l'instant, ce que je vous conseille, c'est vrai que je ne vais pas montrer, mais on a un petit outil ici qui permet de venir paramétrer les outils. Donc, en fait, ça permet une fois en début d'année, vous pouvez décider, par exemple, si vous souhaitez que l'écran soit toujours divisé ou pas. Si vous souhaitez qu'il est divisé, qu'est-ce que vous voulez voir à gauche, qu'est-ce que vous voulez voir à droite. Et ensuite, quels sont les outils qui vous autorisent à l'élève. Donc, par exemple, si le correcteur n'est pas autorisé, on peut supprimer l'adaptation du texte, le prédicteur de mots, et laisser uniquement les outils vocaux avec les outils mathématiques. Ça peut permettre aussi d'alléger l'interface s'il y a des outils dont l'élève n'a pas besoin. Parce qu'ici, vous voyez, il y a beaucoup d'outils et on peut en supprimer. Tout ce qui ne sert pas, on peut le supprimer pour rendre l'interface plus claire. Exactement. Ici en haut, avant, il y avait les correcteurs, les changements de couleur, tout ça. J'ai dit que ce n'était pas autorisé et du coup, ça n'apparaît plus dans la liste. Et autre chose aussi pour répondre à la question, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de développer un mode évaluation dans lequel, au début de l'évaluation, l'enfant va pouvoir dire quels outils il utilise, il va utiliser pendant l'évaluation. Et ces outils vont être marqués sur la copie, ce qui permettra de vérifier est-ce que c'est conforme à… S'il y avait un plan d'accompagnement personnalisé, est-ce que c'est conforme à ce qui avait été établi par… voilà. Oui, Marie-Odile, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, je pensais justement au problème des examens où il faut effectivement que les choses soient claires, quoi. Voilà, Qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on n'autorise pas, quoi. C'est ça. Et du coup, là, voilà, ça sera écrit sur la copie. Du coup, ça permet soit au professeur de vérifier que l'élève n'a pas utilisé des choses auxquelles il n'avait pas droit, soit aux parents de s'assurer que le professeur a bien laissé des choses auxquelles il avait droit dans le cadre du PPS.
Donc là, par exemple, on vous a montré la partie évaluation qu'on prépare pour cette version que je vous ai dit pour les enseignants. Donc, sous ces modules d'évaluation, on peut déterminer quels sont les outils qui sont autorisés. Donc, par exemple, la calculatrice, les correcteurs orthographiques, ce genre de choses. Et une fois que c'est autorisé, ça apparaît sur la copie. L'élève ne peut pas modifier juste ce qu'il a terminé officiellement l'évaluation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pensé pour une utilisation lors des examens officiels, comme le brevet des collèges, même le bac. Les élèves peuvent passer le bac avec nous font de très bons retours. Donc là, actuellement, on travaille avec l'Éducation nationale pour faire ce module-là, parce qu'on sait que de leur côté, c'est vraiment quelque chose qui est primordial et qu'ils n'ont pas du tout de solution actuelle. Je réponds aussi du coup à quelques questions. Pardon? Est-ce qu'il y a une évaluation du temps? En fait, c'est écrit en haut, vous voyez en haut à droite, là, il y a l'heure de début, l'heure de fin et l'heure de dernière modification. Ce qui veut dire qu'on peut venir s'assurer de plusieurs choses. Entre l'heure de début et l'heure de fin, en fait, l'élève n'a pas le droit Enfin, les outils vont être bloqués entre l'heure de début et l'heure de fin. Et derrière, il y a l'heure de dernière modification qui permet quoi? Qui permet simplement l'élève de faire une dernière petite retouche rapide comme n'importe quel élève, en fait, pour pas qu'il y ait de discrimination par rapport à ça. Par contre, si le professeur voit qu'il y a un gros écart entre les deux, entre l'heure de fin et l'heure de dernière modification, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose de plus... il y a peut-être la triche, ou peut-être qu'il a pu regarder son cours ou quoi, ou simplement il est en train de faire une correction, mais moi, je pensais surtout, je veux dire, aux enfants qui ont besoin de plus de temps pour faire la même évaluation. Je veux dire, à qui on accorde plus de temps. Là, du coup, l'heure de fin s'inscrit qu'au moment où l'élève marque qu'il a terminé son évaluation. Donc, du coup, il n'y a pas de problème par rapport à ça, en fait. Nous, on donne les informations et après, c'est au professeur de faire les contrôles qu'il juge nécessaires, en fait. D'accord. Voilà, et il est très important de respecter la pédagogie de l'enseignant parce que c'est comme ça qu'on enlève pas mal de freins qu'il peut avoir avec le numérique. C'est déjà pas évident. Donc, prendre en compte vraiment son rôle et pas essayer de faire la place de l'enseignant, c'est quelque chose qui est très important à garder en tête pour qu'on puisse les convaincre à des bénéfices qu'il peut avoir le numérique. Donc, nous, c'est quelque chose d'important pour nous qu'on prend vraiment à cœur. Donc, on a une question. Pardon? Non, je disais oui, il y a quelqu'un qui demandait s'il y avait des décomptes de temps. Du coup, non, il n'y a pas un décompte de temps à proprement parler. On marque juste l'heure de départ, l'heure de fin. Et puis derrière, le professeur juge en fonction de ce qu'il juge le plus juste. C'est ça. Donc, concrètement, comment l'élève met-il les cours du professeur dans son cahier? Ça dépend comment il reçoit le cours du professeur. En fait, si le professeur écrit au tableau, l'élève il va pouvoir écrire, recopier ce qui est écrit au tableau, soit par note vocale, par synthèse vocale ou en tapant au clavier, avec les différents outils qu'on lui met à disposition. Soit il reçoit un fichier auquel cas il peut rentrer le fichier à l'intérieur, comme on l'a ici. En dessous, il y a un PDF, du coup, il peut accéder, il peut voir le PDF. Soit c'est une image, il peut mettre l'image directement dedans. Voilà. Après, si le professeur travaille avec Quantuscript, on est en train de développer un système pour échanger des fichiers dans Quantuscript. Je ne sais pas si ça répond à la question. En fait, je pense que ça dépend beaucoup de la façon dont l'enseignant et l'école appréhendent le numérique. Si c'est une école qui met absolument rien à disposition, que l'élève est tout seul, il va falloir qu'il prenne ses notes comme il ferait sous papier. En fait, en début d'année, c'est vide et c'est lui qui vient écrire. Avec Cantu, c'est pareil. Il peut créer un nouveau chapitre. Par exemple, je vais faire ici avec vous. Je vais faire un chapitre de test. Par exemple, je peux mettre, je ne sais pas, maths. Et en fait, c'est tout vide et l'élève, il va venir prendre ses notes. Si, par exemple, l'enseignant, il est sensibilisé, il faut partager le fichier, il peut venir ici et donner les fichiers en format Word, par exemple, ou d'autres formats. Et le fichier va s'afficher ici. Et si c'est en PDF aussi, le fichier s'affiche. Donc, comme ça, l'élève, il peut importer et avoir toutes les informations directement dans son cahier. Donc, c'est vraiment quelque chose qui dépend de comment dire, l'ouverture de l'école et de la façon qui a été
qui a été mis en place en fait, dans le PAP. Après, il y avait d'autres questions. Donc, y a-t-il moyen d'imprimer des textes colorés, par exemple, ou des opérations? Oui, oui. Alors, par contre, on est en train de finaliser quelques corrections justement sur le module d'impression et d'export PDF. Oui. On devrait avoir fini dans la semaine, normalement. La prochaine mise à jour, il y a les dernières corrections parce qu'il y avait quelques éléments qui ne s'imprimaient pas correctement. Donc voilà, ici, nous avons ce petit bouton en fait, qui permet soit de télécharger un PDF. Je clique et le fichier PDF se télécharge automatiquement. Vous voyez ici. Soit soit d'imprimer et de pouvoir lancer l'imprimante tout de suite. C'est ça. Et si c'est un PDF qui est en train de travailler, qui est édité ou répondu directement à l'intérieur du PDF, on peut aussi télécharger uniquement le PDF avec ce petit bouton. Il va se télécharger. Si je ne souhaite pas le mettre tout seul ici, je peux l'insérer dans mon cahier avec les modifications. Et quand je l'insère dans mon cahier, comme je fais ici, il sera imprimé avec le cahier. Voilà. Lorsqu'on prend votre application, c'est en formation pour l'enfant, le parent, l'enseignant. Alors, oui, tout à fait. En fait, on met à disposition des formations pour vous aider, des webinaires, des vidéos tutoriels. Donc, ici, en fait, si vous cliquez sur le menu principal, vous pouvez avoir le manuel d'utilisation. Donc, il suffit de cliquer et il va s'afficher. C'est un guide qu'on a fait qui est assez complet. Il présente vraiment le premier pas, comment prendre en main, qu'est-ce qu'il faut savoir pour démarrer, pour naviguer. Et aussi, on a des vidéos tutoriels, donc il suffit de cliquer. Quand vous allez cliquer, automatiquement, vous allez être redirectionné à notre playlist sur YouTube où vous allez avoir des petits tutoriels qui présentent les outils. Précisément, ce qu'on est en train de travailler actuellement, c'est pour faire des outils directement à l'intérieur des outils de l'application. Le bouton Aide qui en fait explique avec quelques mots comment ça marche. Et en fait, avec ces outils-là, on va pouvoir aussi avoir une vidéo de présentation de l'outil et une fiche PDF qu'on va pouvoir télécharger. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de finaliser. C'est ça. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, en 1 heure, on vous a présenté 17 outils. C'est normal, on est allé un peu vite. C'est normal que vous soyez un peu perdu. Voilà, en fait, après, vous allez voir quand même, vu que les codes sont les mêmes partout, surtout dans chaque outil, vous prenez vite vos marques et on comprend, c'est assez naturel, en fait, finalement, les deux la partie gauche, la partie droite. Donc, il y a une partie, en fait, c'est juste le traitement de texte. C'est la partie droite qui vient juste compléter. Il y a un bouton en bas à gauche de la partie droite qui permet d'insérer ce qui est dans la partie droite dans le traitement de texte. Donc, c'est juste ça. Exactement. Et après, on peut organiser la partie gauche, la ranger, la trier. Oui, c'est-à-dire la ranger. Ici, en fait. C'est un traitement de texte, en fait. C'est comme Word. Ici, d'accord. Oui, d'accord. En fait, en début d'année, il va être tout vide, comme je montrais ici. Et ça va être à l'élève, en fait, de venir travailler dessus. Par exemple, s'il a fait une formule, il peut l'insérer là où il souhaite. S'il a une image à insérer, il peut venir ici insérer son image. Par exemple, quelque chose comme ça. Voilà, c'est à l'élève de venir les construire, en fait, un peu comme on fait sous Board, LibreOffice. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, oui. Ah, oui. Et il y a quelqu'un qui demandait s'il y avait la reconnaissance vocale pour les formules mathématiques. Oui, on a mis ça. Voilà. Oui, donc elle est là. Il suffit de 10 plus 125. Voilà, ça fonctionne bien. Une idée de l'ordre de prix qu'on nous demande en commentaire. Alors, il faut savoir qu'Icantou, on a un appelé social et solidaire. Donc, on n'a pas de but lucratif.
Et en fait, les licences qu'on vend aux parents, elles sont intégralement mises sur le développement de l'application. Et du coup, on vous propose un abonnement qui est de l'ordre de 14 € par mois. Mais là, vu que c'était la rentrée, on a essayé de faire un effort parce qu'on sait que c'est difficile pour tout le monde. Donc, on va faire 8 € par mois. Il y a moins 50%. Donc, j'espère que ça pourra aider pas mal de parents. Sachant que si vous avez une demande MDPH qui est en cours, c'est aussi possible d'acheter le logiciel d'une seule fois et mettre le défi sur votre dossier MDPH. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour faire ça. Ça, pour qu'il soit remboursé, hein, je précise, pour que du coup, il ne vous reste rien à charge. C'est ça l'enjeu. Exactement. Et à savoir, comme je disais, on a un entreprise sociale et solidaire et notre objectif, c'est de, à terme, pas faire payer le parent, pas faire payer les écoles, mais d'aller voir les acteurs publics pour qu'eux prennent en charge. Donc, actuellement, on est en train d'aller voir les départements, des régions, des mairies même, pour qu'ils prennent en charge. Et je peux déjà vous dire que, par exemple, la mairie de Belfort, tous les élèves là-bas, ils ont le logiciel mis à disposition gratuitement parce que c'est pris en charge par la mairie. La région de Nouvelle-Aquitaine, c'est pareil. Donc, voilà, nous, on essaie de notre côté de faire le maximum pour que ça ne vous revienne pas très cher et qu'en tout cas, ça ne vous soit pas en barrière pour que vous puissiez avoir l'accès au logiciel. Je pense que ce qu'il faut, là où il faut être transparent, c'est que nous, on a démarré récemment, on est en phase de création et que c'est la partie la plus compliquée parce qu'on on doit tout construire, on part de rien. Il y a beaucoup de boulot, on n'a pas beaucoup de clients, donc c'est-à-dire que la charge, on ne peut pas la diviser entre beaucoup de gens. Et en même temps, il faut quand même qu'on puisse mettre des ressources sur le développement, sur tout ce qu'il y a à faire, quoi. Et du coup, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est un peu, enfin, je comprends que ce soit un peu cher pour certaines personnes, mais disons qu'aujourd'hui, vous financez plus le projet et toute l'énergie qu'on met. En tout cas, ce qu'on peut vous garantir, c'est que chaque centime qui est versé sert uniquement au projet. Nous, de toute façon, avec Minash, on est encore enfin, moi, je suis au chômage. Bas. Minash, elle s'est versé son salaire d'avril, je crois. Bref, parce que voilà, pour le moment, le but, c'est que ça marche, le projet. Et aujourd'hui, après, ce qu'on essaie, c'est, comme elle disait, c'est de répartir la charge sur plus de gens en travaillant avec les régions, les départements, etc. Mais tout ça, ça prend du temps. Donc, simplement, aujourd'hui, en fait, avec l'abonnement, vous nous aidez à continuer le projet, à pouvoir y consacrer du temps, etc. Le temps que d'autres gens puissent éventuellement, on espère, prendre en charge. Sachant que l'éducation nationale a établi tout cela comme des priorités. Donc, voilà, je pense que dans les prochains mois, dans les prochaines années, il y a beaucoup de ressources qui vont être mises à disposition. Donc, voilà, petit à petit, on construit quelque chose qui est assez sympa. Et juste pour vous raconter notre histoire, en fait, ça fait 10 ans qu'on travaille sur ce marché parce qu'avant, on avait un autre logiciel qui s'appelait Mathéos, qui était très connu, très recommandé par les ergothérapeutes. Mais Cantu, c'est depuis le mois de mai qu'on a la première version de Cantu vraiment officielle. Et là, c'est donc notre première entrée. C'est ça. Bravo. Bravo. Merci, c'est gentil. Non, mais c'est vrai qu'au niveau au niveau des tests, je veux dire, pour pouvoir utiliser et tester, je veux dire, au niveau d'une association, vous feriez un prêt? Oui, bien sûr. En fait, on met à disposition des licences pour les associations. Oui. Donc, oui. Il faut pas du tout hésiter à nous contacter par rapport à ça. Et au contraire, c'est avec grand plaisir qu'on est main à main avec les associations. Et je pense qu'on a les mêmes objectifs. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir venir vous faire des webinaires, des formations, vous apporter de la valeur aussi en tant qu'association. C'est vraiment notre objectif, d'être tous ensemble pour la même cause. C'est ça. En fait, on a des licences spéciales qui permettent de tester tous les outils, mais, mais pas de créer plusieurs chapitres, des matières, de ne pas créer en fait du contenu. Ce qui fait que du coup, on peut s'assurer que le logiciel fonctionne. Et du coup, ça, ces licences-là, on peut en donner sans problème pour accompagner les enfants.
Et après, c'est simplement la partie justement qui va permettre d'utiliser tous les outils et de créer des chapitres, des cahiers, etc., des niveaux scolaires où là, on va demander la licence. Voilà. Et je vous précise quand même qu'on est en version gratuite et qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont disponibles tout le temps en gratuit. L'idée, c'est justement de pouvoir faire quelque chose qui est accessible. Vous avez toutes les informations sur notre site. N'hésitez pas à aller nous voir, nous faire des retours par rapport à ça. Donc, je parle de cette partie pack gratuit. Et du coup, sur le pack gratuit, vous avez des outils qui sont là, notamment la mise en couleur, l'adaptation du texte. Et derrière, sur le pack premium, vous avez tous les outils. Donc voilà, par rapport à ça. Ensuite, pour répondre à la question sur le choix de l'ordinateur, ici, sur le menu principal, vous pouvez vous déconnecter de votre compte. Et en fait, une fois que vous vous déconnectez, pour vous reconnecter à nouveau, c'est uniquement avec un identifiant et un mot de passe. Et une fois que vous avez ces identifiants et ces mots de passe, automatiquement, vous pouvez aller dans n'importe quel ordinateur et une fois que vous rentrez vos identifiants, que vous vous connectez, vous allez retrouver toute votre cartable, toutes vos informations qui ont été sauvegardées. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi on travaille sur une version sur smartphone et sur tablette qui sera très très bientôt disponible. Et du coup, vous pouvez aller sur les Play Store ou sur les Apple Store et vous allez avoir l'application Cantu. Et du coup, par exemple, si vous, en tant que parent, vous êtes au travail, vous pouvez accéder à les informations, voir ce que l'élève est en train de faire. Ou par exemple, vous pouvez utiliser la tablette à la maison, l'ordinateur en classe. Voilà, il y a plusieurs options. Donc, on travaille et vous pouvez voir très bientôt. Ouais, je réponds juste à deux petites questions là. La question, si quelqu'un veut essayer et voir si l'enfant se familiarise avec, etc. Donc nous, de toute façon, il y a 15 jours gratuits pour justement de tests sur le compte de l'enfant. Et puis, donc, je disais, pour les adultes, après, on peut donner toujours on donne des versions gratuites pour tous les adultes accompagnants, donc les professionnels de santé, les associations, etc. Pour justement pour tous ces besoins d'apprentissage, de formation, de tests. Voilà. Je vais en question par rapport aux enseignants. Et en fait, effectivement, je pense que c'est très important, c'est l'enseignant, on l'utilise aussi. C'est pour ça qu'on travaille sur cette version enseignant qui comportera notamment cette partie évaluation qu'on vous a montré, mais aussi des outils pour pouvoir les aider, notamment avec la correction des devoirs, avec le partage des fichiers, tout ça. Et en fait, si on arrive à faciliter aussi la vie et le travail des enseignants, c'est justement comme ça qu'on va les fédérer sur l'outil et du coup, ça sera gagnant pour tout le monde en fait. Donc, c'est très important pour nous de pouvoir les intégrer. Sachant que, par contre, l'outil, dès l'origine, il a été conçu pour justement que ce soit transparent pour l'enseignant. C'est-à-dire que c'est un plus de pouvoir intégrer l'enseignant, mais ce n'est pas nécessaire. Oups, pardon, c'est ça. Ah oui, en petite information, c'est qu'on travaille avec 2 laboratoires de recherche. Le laboratoire Scalab qui est à Lille et le laboratoire SRK qui en fait sont spécialisés dans les sciences cognitives et qui du coup nous font vraiment prendre les bonnes décisions. Donc c'est très, très bénéfique pour le projet de travailler avec des chercheurs qui sont vraiment à la pointe de tout ce qui se passe au niveau de la recherche par rapport à ces troubles. Donc voilà, on a beaucoup dépassé le timing. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, mais en tout cas, nous, on reste vraiment à disposition. Il y a une page de contact sur notre site, il y a un numéro de téléphone, il y a un chat, il y a un mail. Donc, l'idée, c'est aussi pouvoir vous accompagner. Donc, on ne veut pas être comme les autres solutions numériques où, en gros, vous avez l'outil, vous avez peu de suivi derrière. Nous, on va vraiment être à côté et vraiment être là avec vous tous les jours, en tout cas, pour pouvoir vous permettre, en fait, de bénéficier de bons outils de compensation. Et moi, avec François, on est là et on y croit vraiment dans ce projet.
on croit dans le potentiel de ces élèves et on pense qu'il y a énormément de choses à faire. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, c'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. C'était un vrai plaisir d'être invitée, en fait, dans cette semaine des 10. Donc, merci à Madame Delay de l'association 70 pour l'invitation. Ouais. Et une petite dernière chose aussi que je veux ajouter, c'est que n'oubliez pas que donc du coup on est encore très jeune, qu'il y a encore des choses, vous pouvez rencontrer des bugs, des choses comme ça, parce que on progresse tous les jours, donc voilà. N'hésitez pas à nous les signaler, dites-nous simplement ce qui se passe, on fera tout ce qu'il faut pour vous aider, pour corriger au plus vite votre problème. Mais voilà, sachez que de toute façon, quoi que vous rencontriez, on est là, simplement vous nous en parlez, et puis on sera là pour vous accompagner. Je veux juste préciser, il y a une dame qui a demandé si vous seriez là samedi. Samedi, on organise notre journée 10. Je vous l'avais y avais invité. Mais bon, vous êtes présent sur la journée 10 nationale à Paris. C'est Ouais, ça. c'est ça. Donc, je pense que peut-être qu'il y aura une autre occasion que vous veniez dans l'Oise. Avec Ouais. grand plaisir. En plus, on est à Lille, donc vraiment Parce que pas je pense loin. que ça intéresserait beaucoup de monde, je veux dire, que vous soyez en présentiel et que ça soit, je veux dire, un test concret. Là, c'est Avec vrai grand plaisir. il y a eu beaucoup d'infos là dans la soirée. C'est vrai que c'est vraiment très, très enrichissant. Et bon, il va falloir que ça décante un peu. Et puis, mais c'est vrai que c'est un très bel outil. Bravo pour votre travail quand même. Merci beaucoup. Merci, un grand merci. Et on vous réinvitera. Je pense que je ne vous oublierai pas. Avec grand plaisir. Et en fait, j'espère que ça vous a plu. On a cherché vraiment, en tout cas, à vous transmettre l'information au début, tout ce qu'on a pu collecter comme expérience ces différentes années. Donc, j'espère, je suis contente de voir quelques commentaires qui disent que vous avez appris des choses. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Merci en tout cas pour votre écoute, d'avoir resté ici jusqu'à la fin. Dans tous les cas, on mettra les replays à disposition pour ceux qui n'ont pas pu être présents. Oui, d'accord. Donc, vous vous chargez du replay, vous me le renvoyez. C'est ça. D'accord? Ça marche comme ça? Oui, ça marche. D'accord. Et je voulais savoir si au niveau, parce que je vois là sur l'écran, on a tous les outils numériques des élèves 10 là, réunis en un seul logiciel. Est-ce que sur papier, vous avez quelque chose, est-ce qu'on peut avoir une infographie ou quelque chose comme ça qu'on puisse éventuellement diffuser, même si vous n'êtes pas présent à la journée 10? Oui, tout à fait, tout à fait. Effectivement, je peux vous envoyer toutes les informations avec grand plaisir. Oui, parce que c'est vrai que vous avez des tableaux, enfin des infographies, je veux dire, dans votre présentation qui sont très claires, je trouve, très concrètes et qui seraient, bon, pourraient vous faire un peu de pub, même si on n'est pas là. C'est gentil. Oui, alors c'est super. Et en fait, quelque chose que je ne vous ai pas précisé, mais tout ce qu'on vous a présenté, en fait, on a préparé en livre blanc qui en fait résume tout ça. Comment équiper mon enfant 10 à l'école. Et en fait, on a préparé vraiment avec toutes les informations, comment l'ordinateur peut aider, quel matériel informatique choisir, en pavé sur les logiciels, vraiment quelque chose d'informatif. Donc, il fait 30 pages. Il explique, par exemple, quelle typologie d'ordinateur. C'est quelque chose qu'on se pose tous au niveau de la RAM, au niveau du système opérationnel, est-ce que c'est Windows ou Mac. Donc, voilà, on a vraiment travaillé pour faire quelque chose de très complet. Et ça, je peux vous envoyer, comme ça, vous pouvez transmettre à toutes les personnes intéressées de l'association. Voilà, un grand merci à vous. C'était un vrai plaisir d'être là avec vous ce soir. Et puis, on reste en contact. Je suis sûre qu'on va s'arrêter. Oui, je vous remercie infiniment et je pense qu'on restera en contact. Ça marche. Belle soirée. Bonne soirée à vous et à tous les participants. Puis à très bientôt, peut-être. À très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Non, mais au téléphone, j'avais eu un très bon contact.